Hello Caroline, comment vas-tu? Merci Virginie, je vais bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir ici, en Charente-Maritime, en France, puisque toi tu viens de Belgique, Oui. en Charente-Maritime, au studio de l'Agence des Pépites, où on va passer ce moment ensemble. On va échanger sur qui tu es, ce que tu fais, ton identité, tout ce que tu apportes dans ce monde. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, je suis là avec toi, je me laisse guider. Yes. Je vais te présenter d'abord, que ce soit dans ta pratique de formatrice, d'accompagnante ou de célébrante, la communication et la qualité de la relation sont au cœur de ton attention et de tes propositions. Sur les traces de tes maîtres en la matière, Jacques Salomé, Marshall Rosenberg, Daniel Goleman et bien d'autres, tu enseignes l'art de la communication relationnelle dans une approche créative, rituelle, symbolique et expérientielle. De tes années passées dans le milieu théâtral, tu nous régales avec un art de la mise en forme et de la beauté qui vient soutenir les processus proposés. Et parce que tu jongles aisément entre les deux mondes, tu t'adresses avec subtilité et un grand sens de la pédagogie, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, au monde de l'entreprise et à celui du développement personnel. En connexion avec les traditions chamaniques, amérindiennes et celtiques, tu honores la vie et proposes ou crées sur mesure des rituels et des rites de passage pour cheminer avec plus de présence et de conscience dans l'existence. Et ben voilà, tout est dit. Au revoir, à la prochaine fois. Caroline, alors je viens de te présenter, mais j'avais envie de te demander si toi tu devais te présenter en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, ce que moi je dirais, c'est aimante. Aimante dans le sens de qui aime. Et en même temps, j'entends alimente aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et puis qui aimante, c'est ce jeu de la connexion, de ce qui s'attire, de ce qui se repousse. Mais donc voilà, faire les choses par amour et avec amour. La créativité, donc j'ai toujours une idée de plus, une idée plus loin, une idée pour faire autrement. Ça peut être très fatigant, mais c'est très joyeux aussi de créer sans arrêt. Et le troisième mot, je dirais la beauté. Et alors pas dans le sens je me sens belle, mais dans le sens j'aime les choses belles, que ce soit la manière de tisser les mots, que ce soit dans les paysages. En fait, j'aime l'émerveillement et de pouvoir m'émerveiller et la beauté fait ça. C'est-à-dire quand je crée un espace pour un rituel, par exemple, je vois les gens qui arrivent et qui font « Ah, c'est beau !» Et juste c'est de voir comment cette beauté nous recentre et nous apaise et qu'il suffit de pas grand-chose pour la créer. Donc voilà, j'essaye de mettre ces mots-là. Et quand je questionne les gens sur tiens, mais c'est quoi les 3 mots qui me définiraient? Alors c'est pas tout à fait la même chose. Et là j'ai les mots qui ressortent le plus souvent, c'est inspirante, généreuse et authentique. Ce qui est pas faux. Bah je sais pas. En tout cas c'est comme ça. C'est toujours intéressant de faire tiens, comment est-ce que vous le diriez et comment est-ce que moi je le sens? Génial. Si tu pouvais changer quelque chose dans ce monde, et puis on va aller voir comment toi tu contribues à ce changement dans le monde, mais si tu avais une baguette magique, tu l'utiliserais pour faire quoi? Alors j'adore l'image, hein, vraiment une baguette magique, et je l'utiliserais pour une journée de conscience planétaire et qui démarre de la question mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'imagine qu'en une journée, les gens qui construisent des armes se disent « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ils font « Je peux pas faire ça. » Que les cigarettiers font « Mais je suis en train de tuer les gens, je peux pas faire ça. » Que les gens qui abattent des animaux violemment, « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et s'arrêtent. Et j'ai parfois cette utopie de me dire « Ah mais en une journée de grande conscience, ça pourrait être juste merveilleux. »
Et bien sûr, je me mets dedans. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que je suis pas nickel dans mon rapport à l'environnement, à la vie. Mais je me dirais, tiens, c'est intéressant de voir qu'est-ce que je fais qui va à l'encontre de la vie, à l'encontre de l'harmonie. Et voilà comment je changerais le monde avec ma baguette magique. J'adore cette idée, je n'avais jamais entendu cette proposition-là, elle me plaît bien. Je pense que déjà, tous ceux qui vont nous écouter, peut-être qu'ils peuvent décider à un moment donné, dans une journée, de prendre au moins quelques minutes de conscience. Et déjà, ça fera petit pas par petit pas. Oui, mais j'aime le coup de la baguette magique qui fait que tout le monde, un matin, se réveille et va dans le même, dans le même élan. Ouais. Ça c'est chouette. C'est pas le monde dans lequel on vit, malheureusement, mais toi, dans ce monde-là, ton super pouvoir, c'est quoi? Mon super pouvoir, je pourrais dire, c'est la dentelle des mots. C'est-à-dire que les mots, à peu près tout le monde les a, mais la manière de tisser les mots entre eux pour rendre les choses entendables, pour moins se blesser, pour dire les mots du cœur, on pourrait dire les mots MAUX du cœur avec des mots MOTS. Voilà, je pense que j'ai cette compétence-là, cette capacité-là, en tout cas que c'est mon ouvrage au quotidien et que j'y œuvre. J'ai peut-être la compétence aussi ou le pouvoir, comme tu dis, de créer des espaces pour rendre la parole possible, cette parole authentique. Et donc c'est ça l'approche rituelle et l'approche du cercle de parole, du cercle de partage. Donc voilà, je mettrais ces deux choses-là. Ah, super. On va aller explorer les différentes choses dont tu nous as parlé, les cercles et tout ça, mais j'ai envie quand même, pour démarrer aussi, pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce moment, pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que ça part d'une révolte, d'une envie? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? La première chose qui me vient, c'est je pense que je fais ce que je fais parce que c'est pour ça que je suis venue. Et j'aime quand même cette idée de me dire, je suis venue contribuer sur cette terre d'une manière et vraisemblablement, j'ai le programme qu'il faut pour avoir développé ces compétences-là. Après, j'ai choisi un terrain bien propice et un terreau fertile pour me souvenir que c'est pour ça que je suis faite. Et donc, je peux le remettre dans un contexte familial. Ça vient d'une enfance où certainement j'ai manqué de mots. Je percevais, j'avais des chagrins, j'avais des colères. Et je suis sûre que mes parents et mon entourage ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais je me suis pas sentie accompagnée. C'est comme s'il y avait des émotions qui étaient interdites, d'autres qui étaient légitimes. Et je pense que très petite, je me suis dit, mais c'est important. C'est comme un engagement je vais mettre des mots sur les choses de la vie, sur ce que je ressens, sur ce qui est difficile à dire, en fait. C'est peut-être de cet ordre-là. Oui. Comment mettre des mots sur ce qui est difficile à dire et plutôt que d'éviter d'aller dans cette médecine-là. Et est-ce que tu as des événements marquants dont tu te souviens Oui, a priori. oui, parce que en plus c'est le propre de tout ça, c'est d'aller voir toujours la résonance avec son histoire passée. Et donc donc le moment, je pense, où ça se marque, c'est sur la maladie de mon père, le divorce de mes parents, qui a été aussi signifié une rupture pour moi de lien avec mon père, du coup d'absence, donc de questionnement. Alors, sans être vraiment dans du mensonge, mais il y avait quand même du non-dit ou du pas assez dit. Et je redis, c'était fait pour me protéger avec ces idées qu'on a de ça, elle n'a pas besoin de savoir, ou ça, on peut pas lui dire, ou ça. Et je peux le comprendre aujourd'hui adulte, mais je vois que ça m'a marqué enfant. Et peut-être que c'est de là que ça vient, en tout cas. Et d'avoir eu une grand-mère, c'est ça, parce que j'ai vécu chez ma grand-mère pendant tout un temps après, enfin à cette période-là, et ma grand-mère voyait que j'étais triste, abîmée, avec des cauchemars la nuit, et elle m'a vraiment embarquée dans la joie et allez, laisse de côté ce qui est pas bien et regarde par là comme c'est chouette et comme c'est joyeux.
Et je la remercie pour ça, parce que ça fait de moi quelqu'un qui a quand même une vision assez positive de la vie et des choses. Mais c'était comme, il manquait, et donc je pense que je cherche à être complète en fait, à faire toutes ces émotions qui nous traversent. Elles sont bien, elles sont là pour nous informer de quelque chose, et si je reçois l'information, alors je peux comprendre le besoin qui est en action, et du coup avoir une action ajustée pour être le plus aligné possible entre ce que je sens, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, je mettrais ça, mais après je peux trouver d'autres événements, mais c'est cela. Et en tout cas, quoi que j'ai décidé dans ma vie, c'est quand même toujours ça qui m'a rattrapé, la relation, la communication, l'amour. Et je me dis c'est intéressant parce que parfois on décide de faire des études, et la vie nous amène quand même à un autre endroit. Et c'est pour ça que je pense que j'étais destinée à ça. Toi, du coup, tes études, est-ce que ça t'a emmené dans un sens et après t'es partie dans un... Alors c'est quand même une histoire de continuité. Mm-hmm. Donc j'ai commencé par faire des études théâtrales. J'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale, et j'aime dire qu'au début de ma carrière, je me suis souciée de comprendre comment fonctionnaient des personnages extérieurs à moi pour les interpréter et les incarner le mieux possible. Et au fil des années, j'en suis aujourd'hui à comment est-ce que je peux rencontrer tous mes personnages intérieurs, parce que finalement je suis un grand théâtre aussi, et entre celle qui est au devant de la scène, celle qui fait les seconds rôles, celle qui a peur des autres, celle qui aime les autres, enfin voilà, j'ai plein de couleurs, mais tout le monde a plein de couleurs, et que je trouve qu'en communication, ce qui est intéressant, c'est d'aller rencontrer toutes ces parts de nous qui ne disent pas toujours la même chose. Moi, entre ma rebelle qui n'aime pas suivre les codes, qui n'aime pas remplir des tableaux Excel, qui n'aime pas faire forcément ce qu'on lui dit, la créativité, hein, ça va souvent avec un sens un peu rebelle, mais en même temps, à côté de ça, j'ai une première de classe qui aime bien suivre le code de la route, qui a peur de la pénalité, enfin, et donc, juste ces deux parties-là cohabitent pas forcément, mais en amour, je vais avoir pareil. À l'intérieur de moi, j'ai une femme qui a envie de liens, de sécurité, de fusion, et d'amour très proche. Et puis en même temps, j'ai une soif de liberté et une peur de l'ennui qui fait que, en fonction de laquelle est en avant de la scène, je dis pas les mêmes choses tous les jours, et je me rencontre multiples. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc le théâtre, c'était le théâtre et la communication déjà, mais la communication dans le sens le plus large du terme, un peu de journalisme, un peu de relations publiques, un peu de tout ça. Et puis je suis sortie de ces études-là en disant, bon, c'est super, j'ai un diplôme, mais c'est pas encore ça. Et ça m'a amenée à être toujours, et je suis encore toujours aujourd'hui en formation, je vois 20 jours par an minimum, pour aller explorer la relation, la communication, la relation à la vie, et donc je reste une éternelle apprenante, ce qui permet de tisser petit à petit une approche particulière en fait, qui est unique, parce qu'elle est la rencontre de petits morceaux qui ont fait sens pour moi. Et dans tout ça, tu es aussi auteur. Oui. Voilà. 2 ouvrages. Un livre, Rituel de femme pour s'initier à la communication amoureuse, que je montre à la caméra. Tu nous expliques un petit peu le pourquoi du comment de ce livre, comment est venue cette idée, pourquoi tu l'as écrit. Il faudrait que je commence par l'autre, parce que... alors on va commencer par l'autre. Parce que le livre, il vient dans l'histoire après, oui, c'est ça. Donc le jeu de cartes, Connecto, communiquer pour mieux s'aimer. Tu nous en parles? Oui. D'où vient cette idée? Je vais juste les cartes, alors Connecto, ça veut dire communication et connexion, et c'est vraiment l'idée de développer une communication qui va favoriser la connexion au départ dans le couple, mais les cartes peuvent s'utiliser aussi en cercle d'hommes, en cercle de femmes, en famille pour certaines.
Et c'est un jeu qui est issu d'une magnifique histoire d'amour où on s'est fait des cartes pour se parler d'intimité, de sexualité et puis aussi du quotidien et de la vie et d'apprendre à se connaître et à se découvrir sur chaque fois un thème. Et en utilisant ces cartes pour nous, pour construire notre histoire d'amour, on s'est rendu compte que des fois, on se racontait des choses dans des croyances qu'on avait sur nous-mêmes, dans notre expérience des histoires précédentes. Et puis de faire, mais en fait, avec toi, je vis autre chose. Et puis surtout, aujourd'hui, j'ai 10 ans de plus et aujourd'hui, mon rapport est différent. Et donc finalement, on a observé que c'est un jeu d'actualisation, de réactualisation du couple, là où nous pensons des fois se connaître tellement bien que non, mais ça, il faut pas lui dire parce que je sais comment il va réagir ou ça, elle n'aime pas, n'aborde pas ce sujet. Qu'en fait, si c'est se donner l'occasion de changer, de se transformer, de rester curieux. Et puis de s'explorer différemment, donc de renaître, je dirais. C'est important dans les relations de toujours pouvoir renaître. Et il y a cette phrase terrible qui des fois dit « Oui, mais avant tu n'étais pas comme ça ». Et c'est terrible parce que ça veut dire je veux t'enfermer dans la version antérieure de qui tu étais. Et je pense que l'engagement du couple et de la vie, c'est aussi faire... Je m'engage à ton devenir. Je ne sais pas si mon devenir correspondra à ton devenir et ça va être ça le travail de comment pouvons-nous devenir chacun et continuer à tisser une relation ensemble. Donc le jeu de cartes est né avec aussi l'idée de comment pouvoir parler joliment d'intimité et de sexualité sans attendre le moment où il y a de la souffrance, de la frustration, du non-dit, des attentes d'un côté ou de l'autre qui sont trop lourdes et c'est quand même les sujets. Bon, on fait l'amour, donc on se devine et puis c'est assez silencieux. Parfois on dit ah ça c'était chouette, merci, j'ai aimé. Mais quand on commence à ne pas trop aimer, c'est plus difficile d'en parler. Et moi j'ai découvert en utilisant ce jeu-là au départ pour moi que peut-être j'avais jamais parlé. De partie de mon corps, de mon rapport à mon corps, de mon rapport à l'orgasme. Et qu'en en parlant, ça venait aussi m'apprendre à me connaître et à m'éveiller moi-même. Et du coup, j'étais plus à même de donner mon mode d'emploi à mon partenaire plutôt que de lui demander de me comprendre et de me deviner là où je ne me connaissais pas moi-même. Donc ça veut dire que c'est des cartes qui enrichissent vraiment la relation. Et parce que je peux en parler tout et parce que tu m'écoutes et donc il y a tout un rituel d'écoute pour pas être dans la discussion parce que c'est vraiment ça, c'est pas un thème et puis chacun dit ce qu'il pense, c'est vraiment déjà un rituel où on va favoriser l'écoute et comme je te disais hier, la phrase qui revient le plus des personnes qui jouent avec le jeu, c'est on s'était jamais dit ça. Et ça, je me suis dit, mais waouh! Alors ces cartes, elles permettent d'aller découvrir quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore peut-être exploré, expérimenté. Ces cartes sont nées d'une histoire d'amour personnel. Et cette histoire a pris fin avec le décès de mon mari il y a quelques années. Et ça nous avait tellement porté, tellement apporté. On l'avait testé avec quelques groupes parce qu'on animait des stages ensemble. Et ils nous avaient déjà dit, tiens, mais vous allez l'éditer? Et puis, non. Et sauf qu'après sa mort, je l'ai fait illustrer, je l'ai édité en auto-édition. Et puis le Souffle d'Or a contribué à faire une première édition, une deuxième édition. Et je peux arriver maintenant au livre. Merci de remettre les choses dans l'ordre. Et je peux arriver maintenant au livre où... mais l'histoire est belle aussi, parce que j'animais des cercles de femmes sous une forme qu'on appelle les Tentes Rouges, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et il y a le premier livre de cette série qui sort, et je lis l'introduction de l'éditrice, et qui parle des cercles de femmes, de la sororité, de ces traditions anciennes, du cycle féminin, des gardiennes de la terre. Et c'est juste une première page d'intro, et je me dis, un jour j'écrirai à cette femme, parce que je fais waouh, merci pour la collection, ça portait mon travail avec les femmes en fait, et du coup j'avais un élan. Et je me dis ça comme je peux me dire plein de fois des choses. Et quelques mois après, je reçois un mail de cette femme qui avait entendu parler de moi par une personne qu'on connaît en commun. Je ne savais pas. Enfin voilà. Et elle me dit, est-ce que tu serais intéressée d'écrire un livre pour ma collection Rituels de femmes? Donc déjà, c'était un super beau cadeau.
Et j'ai fait oui, alors j'étais concentrée sur mon travail avec les femmes. Donc je lui explique, je pourrais faire quelque chose sur le cycle féminin, je pourrais faire quelque chose... Enfin, je lui propose une série de thèmes autour du travail avec les femmes. Et chaque fois, elle me fait non, non, on a déjà quelqu'un. Ah non, ça ressemble trop à ce qu'on a eu. Enfin, et je commence à me décourager. Et puis c'est elle elle tient mon jeu en main. Et puis elle me dit, mais ton travail, c'est autour du couple, de la relation de couple. Et c'est important. Pourquoi t'écrirais pas un livre là-dessus? En fait, je l'avais même pas vu, en fait, le thème. Donc voilà comment est né le thème. C'est grâce à cette femme. Et là, l'idée du livre, bon, des livres sur la communication, il y en a plein. Des méthodes de communication, il y en a plein. Des trucs, des recettes. Et en général, quand on le lit ou quand on va en stage ou qu'on écoute un podcast, bien serein dans son fauteuil, ça fait « Ah oui, ah bah oui, c'est simple. Ah bah oui, c'est facile. Et je vais parler en jeu, et je vais parler de mon émotion plutôt que dans mon émotion. Et je vais apprendre à exprimer mes besoins. » Tout ça semble hyper simple. Sauf que dans l'instant, dans l'élan du quotidien, dans la fatigue, dans les croyances qui se rencontrent, eh bien, nos mots dérapent, nos soupirs, notre expression non verbale, et ça va très vite, en fait, de pas y arriver et de tomber dans des automatismes qui sont pas forcément porteurs pour la relation. Et donc, le livre n'apporte pas du nouveau en méthodologie. Donc, je rassemble un peu les grandes lignes de la communication relationnelle, de la communication interpersonnelle, mais je les mets en forme. Je les mets en forme en proposant des rituels, c'est-à-dire un temps, une manière de se regarder, de rentrer en connexion, de s'asseoir. Et le fait de donner un canevas. Donc il y a un rituel où on va travailler à partir d'objets symboliques plutôt que de mettre des mots, un autre où on va être sur le langage des caresses. Il y a des rituels pour nourrir la relation, donc pour l'amplifier, la faire fleurir, des rituels pour guérir la relation quand on s'est abîmé, sur le pardon et des choses comme ça. Mais ça met en forme et donc ça crée un moment tout à fait unique et particulier qui va marquer de manière approfondie et qui va permettre d'intégrer en fait toutes ces grandes théories et idées de la communication, en tout cas j'espère. Et donc c'est magnifiquement illustré par Roselyne Doré qui a fait d'ailleurs le jeu de cartes aussi. Donc j'ai mon sens de la fidélité. Voilà. Et ce qui fait que c'est pas un livre à lire du début à la fin, oui. C'est un livre dans lequel on va piocher de temps en temps et puis même ça s'appelle Rituel de femme, mais les hommes aiment beaucoup aussi et je dirais même l'idée c'est pas de le lire et d'appliquer comme ça, c'est de le lire puis de respirer et puis de faire comment sur base de ça je déploie ma propre créativité aussi. Ouais. Voilà, donc c'est de la créativité partagée. Yes. Donc tes 2 premiers ouvrages, et il y en a un 3e en préparation. Alors il y a un 3e. C'est bien que j'en parle. Oui, comme ça il commence à naître. Ça le met encore plus dans la matière. Il y a un 3e qui est un livre toujours sur des rituels, parce que j'aime vraiment cette idée de la mise en forme, de la mise en espace et du moment qui va accompagner vraiment une transformation, une transition. Et donc là, c'est le thème, c'est toutes les transitions de vie. On manque tellement de rites de passage. On n'en a plus vraiment, ou en tout cas, on a démissionné de ces espaces-là. Et pourtant, ça nous aide à grandir. Donc, que ce soit le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au jeune adulte, mais aussi plus tard de l'adulte qui n'est pas encore parent à celui qui le devient, mais ça peut être le déménagement dans une maison, la transition, dire au revoir à la maison qu'on a eu, de partir en paix en fait, c'est toujours ça, c'est comment est-ce que dans nos phases de deuil, on ne reste pas accroché dans la douleur par ce qu'on avait et qu'on n'a plus, et comment on peut céder à traverser. Alors le deuil, on peut pas ne pas le traverser, mais le rituel va nous aider à mieux cicatriser et à faire de la place à ce qui vient après. C'est vraiment cette idée-là, mourir et renaître. Donc le livre s'appelle Adieu et merci. Donc adieu dans le sens de je remets à plus grand que moi aussi, et puis dans le sens de le revoir, de la fin.
Et merci pour vraiment apprendre à remercier. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais j'ai appris à remercier pour chacune de ces épreuves parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et où je suis. Et merci, c'est aussi tout ça qui m'a créée. Donc voilà, donc il y a les rites du féminin, le passage à la ménopause, la retraite, la mise à la retraite, passer de la vie active à une vie active autrement. Et tous ces passages-là, j'essaye de les traduire en idées de rituels, pas en recettes, mais vraiment en idées pour que les gens puissent aller piocher là-dedans et s'approprier, recréer des rituels. Et c'est ce qui se passe beaucoup avec les gens que j'accompagne. Tu vois, la perte d'un enfant aussi, mais le moment où l'enfant quitte le nid. Enfin, il y a tellement de phases de transition et finalement, nous passons notre vie à apprendre à mourir. Et je pense qu'au mieux nous apprenons à mourir à ce qui n'est plus, au plus facile sera le grand passage. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de me dire. Écoute, j'ai hâte que ce 3e ouvrage sorte. Donc, pour pouvoir justement, comme tu disais, l'idée c'est pas juste de rester dans sa tête avec des connaissances, mais de les mettre aussi dans la matière par des rituels, par de la connexion avec l'autre. Donc, oui, c'est vraiment de créer de ces moments qui marquent. En fait, le rituel, donc le rituel, c'est une intention qui est accompagnée d'une action, d'un geste, et qui est contenue dans un espace et un temps particulier avec une ouverture, un cœur de rituel, la transformation, et puis une sortie. Donc voilà, c'est vraiment cette construction-là. Et quand nous pouvons vivre ça, malgré que notre tête a compris, parce que souvent la tête fait « bah oui, je sais, je suis passée à un nouvel âge, mais oui, je sais, je m'y suis préparée, bah oui, je sais », mais en fait, ça ne suffit pas. Et le fait de faire un rite, de se faire porter par un rite de passage, c'est comme si ça venait informer notre âme, et à travers notre âme, toutes nos cellules. Et quand le corps et l'âme sont d'accord, alors la tête a compris et tout peut s'aligner, parce que sinon on a des moments où la tête c'est bien, mais il y a quelque chose qui nous fait tenir encore au passé, quoi. Merci pour cette explication effectivement du rite, du rituel. Caroline, je ne sais pas si on l'a évoqué en introduction, mais tu es une femme de désert. Une femme de désert, et c'est là où tu te ressources, tu te recrées. Tu proposes des voyages dans le désert de reconnexion, soit à la nature. Est-ce que tu peux nous dire, là encore une fois, d'où ça vient? D'où ça vient. Ah oui, je te voyais venir. Ah bah oui. Je veux savoir d'où ça vient, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ok, il y a ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais? Bien sûr. Quelle est l'histoire derrière ça? Ben pareil, j'ai une histoire. Oui, je vais reparler de ma grand-mère. Donc l'appel du désert, il est là depuis que je suis toute petite. Et le premier souvenir que j'en ai, c'est d'avoir été... Donc j'étais dans la cuisine avec ma grand-mère, chez qui j'ai vécu donc un petit temps. Et je ne sais pas s'il y avait ça en France, mais il y avait à l'époque des points Artis Historia sur le beurre, sur le sucre, sur des produits alimentaires et ménagers, je pense. Et ma grand-mère découpait les points Artis Historia toute l'année, les mettait dans une petite enveloppe dans la porte de la cuisine, et un peu avant Noël, elle arrivait avec tous ces points, elle me faisait les calculer, et il y avait un livre où on pouvait acheter en échange des points, on pouvait recevoir un livre avec des images à coller. Et il y a des livres pour tous les âges, sauf que je regarde tout le catalogue et je vois un livre de désert, et je veux ça, avec des yeux grands comme ça. Et ma grand-mère me dit, bah non, il y a beaucoup de textes, regarde, t'es dans la catégorie adulte, et va un peu là, il y a Choupi et les pommes. Alors c'était pas ça, mais c'était genre... Et vraiment renfrogné, j'ai fait, bon, ok. Alors j'ai pris un livre de mon âge. L'année d'après, à Noël, c'était le jour des points Artis Historia de l'enveloppe, et j'ai tout de suite été à la page du livre du désert, et j'ai fait, je veux celui-là.
Et parce que c'était la deuxième fois et que quand même son travail de grand-mère était sans doute de me faire plaisir, elle a fait bon d'accord. Et j'ai reçu mon livre de désert. Et j'ai été fascinée par ces images. J'ai jamais lu évidemment tous les textes, mais j'ai eu un plaisir à coller toutes ces images, à voir le désert. Donc l'appel était là. Et puis, pendant des années, je me suis dit un jour j'irai dans le désert. Et puis j'ai commencé à chercher quel désert. Désert et yoga, désert et chant, désert et je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a plein de formes de désert. Et j'ai entendu parler d'un désert et j'ai été dans le désert. Et ça a été des retrouvailles en fait. C'est une grande histoire d'amour. Aujourd'hui, chaque fois que je retourne, j'ai l'impression j'ai mon cœur qui bat comme si j'allais retrouver un amoureux, une aventure. Et donc c'est très pétillant. Et je suis arrivée dans le désert dans un moment de transition, justement. Je venais quelques mois avant, on s'était séparés avec le papa de mes enfants. Donc j'étais vraiment en deuil d'un rêve de vie, parce que je m'étais aussi dit, je vais réussir là où mes parents ont échoué, et quoi qu'il se passe, je resterai avec le papa de mes enfants. Et faut jamais dire jamais. Ça, c'est une chose que j'ai apprise. Parce que chaque fois que j'ai dit jamais, j'ai été confrontée à faire, tiens, vas-y, traverse un peu. Mais donc, j'étais très triste. Dans l'entre-deux des mois, j'avais fait aussi une nouvelle rencontre après la séparation, qui avait été une très belle rencontre, mais qui ne pouvait pas se développer. Et donc, j'allais comme sur un double deuil. J'avais l'impression que j'allais juste aller pleurer dans ce désert. Et en fait, à chaque pas que je marchais, j'étais de plus en plus connectée à de la joie avec un peu, mais je suis venue pour pleurer et je fais que être en émerveillement. Et j'ai vu que sous mes couches de souffrance, sous mes couches de tristesse, ma nature profonde, c'était la joie, l'enthousiasme. C'est comme si je reconnectais à mon essence. Et donc, j'avais l'impression d'être dans un compost géant, qu'à chaque pas, je lâchais un peu de tristesse, un peu de chagrin, un peu de déchets émotionnels, et que ça se retransformait en humus vital. J'ai retrouvé ma vitalité, en fait. Et puis, ça a été le début aussi d'une autre grande histoire d'amour, celle du jeu Connecto. Et donc voilà, c'est une grande histoire d'amour. Et depuis mon premier désert, dès l'année d'après, j'ai emmené des groupes marcher dans le désert sur une invitation qui est Youssef, avec qui est mon contact là-bas et qui organise le désert. Il a grandi dans le désert et il dit, quand il n'y va pas depuis longtemps, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas été, pourtant j'en ai besoin pour écouter le chant de mon âme. Et je trouve ça tellement beau et tellement juste. Donc quand on va dans le désert, déjà c'est de faire l'expérience du silence. Et c'est pas facile, parce que quand le silence, le bruit autour de nous s'arrête, il y a le bruit à l'intérieur de nous qui s'amplifie. Toutes les voix, les discussions, les croyances, les histoires que je me raconte quand je suis en groupe, j'ai ma place, j'ai pas ma place, une telle est mieux. Enfin, c'est du bazar, quoi. C'est comme enfin bref, il y a beaucoup de bruit. Donc, arriver à un moment à goûter le silence total, c'est une expérience il y a que à cet endroit-là. Il y a aussi zéro onde. Ou en tout cas quasi pas, qui fait que c'est très reposant. Il y a l'immensité. Puis c'est un voyage, beaucoup de personnes ont peur d'aller dans le désert. Et moi-même, la première fois que je suis partie, j'ai envoyé un mot à toutes les personnes que j'aimais, comme si j'avais l'impression que peut-être j'allais pas revenir. Parce qu'on n'est pas joignable, on est sans téléphone, et donc c'est aussi cette expérience-là que je fais vivre. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça devient un luxe, en fait, de pouvoir dire à son entourage, en fait, je suis pas là. Et c'est une école de lâcher prise. Parce que c'est aussi apprendre à « je suis pas là ». Il peut arriver quelque chose à mes enfants, il peut arriver quelque chose à mon conjoint, et je ne le saurai que quelques jours plus tard. Et donc, en termes de chemin de foi, il y a une femme, elle m'a dit ça un jour, elle m'a dit « mais moi, je vais à l'église toutes les semaines et j'entends parler de la foi et je raconte la foi. Mais ce que tu fais là, tu fais un chemin de foi. La foi que, quoi qu'il se passe, ça se passera. Et on verra. Donc il y a ça, le silence, cette foi, cette écoute intérieure, cette simplicité, ce retour à la conscience du temps
quand on regarde le soleil, apprendre à regarder le temps, non pas sur un téléphone, mais en regardant le ciel. Apprendre à pas savoir le nombre de kilomètres qu'on fait, mais à sentir dans notre corps, est-ce que j'ai l'énergie d'en faire plus ou est-ce que c'est trop pour moi et que c'est pas important de savoir combien il fait. Donc, ça ramène beaucoup à s'écouter, être dans la perception de nos besoins, développer de l'intuition et puis être à l'écoute des histoires des personnes qui sont là aussi et des jeux de résonance qu'il y a. Et finalement, c'est un voyage qu'on fait de soi à soi, mais avec les autres, et les autres deviennent des guides, deviennent des petits bouts de miroir de qui on est. Et c'est en tout cas un voyage de transformation. Et ce que j'entends, c'est il y a toujours un avant-désert et un après-désert, mais le après dépend de chacun, évidemment. Il n'y a pas de finalité en soi. Les personnes qui viennent vers toi, justement, pour ces voyages dans le désert, quelle est leur intention? Puisque tu dis, voilà, peut-être elles vont trouver autre chose que ce qu'elles sont venues chercher. Mais au départ, l'intention, c'est laquelle? L'intention principale, c'est de se retrouver. Et c'est inquiétant parce que ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, on se perd. On se perd dans une surcharge de travail, on se perd dans une surcharge d'informations, on perd du temps dans la quantité de temps qu'on passe sur des écrans, à courir, à être tout le temps dans le plus. Ce qui fait que à un moment, pour les personnes, et je peux en faire partie aussi, enfin moi je sens que j'ai vraiment besoin de cet espace-là à un moment pour faire mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sens, de quoi j'ai besoin, et donc voilà, se retrouver, s'écouter, se déconnecter, traverser des peurs et puis vivre des transitions. Et donc tous mes thèmes se recoupent en fait. Et donc souvent ça va être des passages. J'ai 70 ans, j'ai 40 ans, mes enfants commencent juste à être grands, je veux retrouver qui je suis. Mais il y a des voyages en couple. Il y a des voyages entre femmes, et puis il y a des voyages pour tous. Et je dirais les attentes, les demandes sont différentes. Quand c'est le voyage pour les couples, c'est d'avoir du temps à deux. Du temps à deux pour faire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrête de s'agiter, quand on arrête de courir, quand on se reparle, non pas de la logistique parce que tout est pris en charge, mais de ce qu'on vit, de où on en est, de ce qu'on a envie pour notre relation, de ce qu'on apprécie, de ce qui nous rend vivants, de ce qui est difficile, enfin voilà, tout ça, de se créer du temps. Et pour les femmes, c'est aussi parfois un chemin sur la féminité, de faire... Moi, je me sens pas femme comme on me l'a appris dans ma famille, je me sens pas femme comme j'en vois dans mon travail, mais je sais pas quelle femme je suis. Et là aussi, il n'y a pas une manière d'être femme, mais le voyage entre femmes permet ça. Super. Ça donne envie. J'espère t'emmener un jour. Ça donne envie. On parle de désert, ça me fait penser aux tentes, ça me fait penser aux tentes rouges, mais on va y passer aussi sur l'histoire de la création des tentes rouges. Alors ça vient d'où? C'est bien que tu le mettes là en fait, parce que dans mon premier désert, donc où j'étais venue pour pleurer, et en fait quand on est dans ce silence, quand on est dans la marche, alors je peux dire le désert nous parle, on peut le tourner, il y en a qui vont dire Dieu me parle, d'autres qui vont dire je m'entends enfin, mais moi j'aime dire le désert me parle, et je marchais et je voyais dans ces grandes dunes, tu sais, j'avais l'impression de voir des grandes déesses couchées avec des hanches, des grands seins, je voyais du féminin partout. Et j'avais un mot qui me trottait dans la tête, ça faisait féminimancité. J'étais dans la féminimancité, dans l'immensité du féminin. Et pendant que je marchais, j'avais une petite voix, une pensée récurrente qui disait « rassemble des femmes, anime des cercles de femmes, organise des cercles de femmes ». Et j'étais un peu, tu sais, comme à regarder autour de moi, mais qui me parle? J'y connais rien. Et ça a duré 2-3 jours, jusqu'au moment où j'ai regardé le ciel, les grandes dunes, et j'ai fait, OK, je vais le faire. Et ça s'est arrêté.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, ce truc d'avoir comme une idée récurrente qui appuie comme ça, qui toque à la porte et qui cogne à la porte. Et chaque fois que j'ai fait oui, d'accord, ça s'arrête. Mais quand je dis oui, d'accord, il y a un vrai engagement. Voilà. Et je me suis retrouvée quelques semaines après au Festival du Féminin. Et là, j'ai pu expérimenter une tente rouge et j'ai trouvé le décor fantastique. C'est-à-dire que c'est un espace très contenu, on y rentre accroupi et on se retrouve dans un espace très cocon utérin comme ça, et on est en cercle, il y a du thé, il y a de comment, tout est fait pour être dans des conditions de proximité, de sécurité, de bon nourrissement. Et par chance, la femme qui animait le cercle, et c'est terrible ce que je vais dire. Je la trouvais pas bonne dans son rôle. Mais c'est grâce à ça que je me suis dit, oh, si elle fait ça, alors je peux le faire. Et à chaque tente rouge que j'ai animée depuis, je l'ai remerciée. Parce que j'aurais eu une grande prêtresse du féminin, je me serais jamais lancée, je me serais toujours comparée, j'y aurais pas été. Et j'avais déjà une expérience quand même de l'animation, du cercle, du groupe, des gens dans les formations, etc. Donc c'est pas non plus comme si je démarrais à zéro. Et je suis revenue en Belgique et j'ai créé ma tente rouge, mon espace pour accueillir les femmes. C'était très beau parce que les bords de la tente sont faits avec du rideau en velours rouge. Et comme mon premier métier c'était le théâtre, j'avais vraiment l'impression là aussi d'amener une partie. Le rideau de la scène devenait le rideau d'un autre espace. Et c'est comme ça que tout est relié dans ma vie. Et j'ai animé des dizaines et des dizaines de cercles de femmes dans cet espace. J'ai vu vraiment des belles transformations. Et c'est tout autour de l'apprivoisement du cycle féminin, de la nature cyclique de la femme, avec les archétypes que Miranda Gray a rendus célèbres, de la jeune fille, de la mère, de l'enchanteresse, de la sorcière, et c'est comment on peut s'apprivoiser. Donc on a expérimenté de saison en saison, mieux se connaître, partager sur ces thèmes-là, faire des rites de passage, des rituels aussi qu'on peut refaire chaque année. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, et puis après j'ai commencé à animer à former des femmes pour animer leur propre tente rouge et cet art du rituel. Parce que bon voilà, tout le monde n'y va pas comme ça et du coup quand on y va comme ça, il y a aussi moyen, faut quand même être déjà bien équipé pour accueillir les émotions des autres, pour faire circuler une parole qui soit respectée, respectable et pas avoir des conflits d'idées, parce que dans un même cercle de femmes et sur un tour de parole, je peux avoir la femme qui va, si elle est suffisamment en sécurité, pouvoir partager qu'elle est trompée, qu'elle se sent trahie, que son homme a eu une aventure ou est avec quelqu'un, enfin tout ce désespoir qu'il peut y avoir dans cette histoire-là. Et je peux avoir 4 femmes plus loin, une femme qui va partager qu'elle a une relation avec un homme marié et que elle est très mal avec ça et qu'en même temps elle n'arrive pas à faire autrement parce que c'est son cœur et son corps qui l'appellent. Et donc il faut pouvoir contenir ça parce qu'il y a des jeux de projection aussi. Et en même temps, c'est magnifique que ces deux-là, bon, en l'occurrence, c'était pas le même homme en question. Et je me suis dit d'ailleurs, waouh, et si ça se passait que ce soit comme ça. Donc voilà, je dirais pas allez-y comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation et du coup maintenant chacune crée à sa manière et avec ses talents, ses super pouvoirs, ses formes de tente rouge pour rassembler les femmes. Et une chose aussi à dire peut-être, c'est les cercles de femmes, c'est pas un mouvement féministe, c'est vraiment un mouvement du féminin. Et l'idée d'être mieux dans son corps de femme, dans son cœur de femme, de mieux se connaître, c'est aussi toujours de pouvoir retourner vers l'homme, si c'est ça l'attirance, mais vers l'homme, le compagnon, la famille, et certainement pas de couper, mais de relier. Au niveau de
de ton chemin et ton chemin de vie et professionnel. On pourrait croire des fois, tu sais, que quand on transmet quelque chose, on a déjà fait tout ce chemin, on est parfaite, tout va bien. Non, il y a une certaine humilité aussi que toi tu transmets, qui est, c'est pas parce que tu accompagnes que ça y est, t'as tout vu, t'as tout fait, que tout est parfait. Non, t'es aussi en chemin. Oui, et certainement. Enfin, et des fois, tu sais, je suis en consultation et je fais, waouh, je suis en train de les accompagner dans cette difficulté-là et je suis en train de traverser la même. Des fois, je me dis, mais merci de venir m'apprendre de la vie, mais donc oui, j'ai jamais cette posture de dire moi je sais et vous ne savez pas. Je peux juste partager une expérience et j'ai plusieurs expériences de vie qui font que je me questionne et c'est comme si la vie me nourrissait aussi pour aller expérimenter plusieurs postures de la relation. D'être une fois celle qui est la mendiante d'amour et qui va tellement attendre de l'autre, qui va avoir peur d'être quittée, et puis le coup d'après je peux avoir été celle qui quitte et puis qui sait pas comment le dire ou qui a peur de blesser, et puis enfin voilà, et chaque histoire de ma vie, chaque fois je me dis merci, maintenant je vois un peu plus clair dans ce que peuvent vivre ces personnes-là. Et donc que ce soit le deuil, la perte d'un être aimé, la séparation, enfin bon voilà, il y a vraiment plusieurs histoires, et c'est de rester aussi dans, tu sais, c'est Krishnamurti, ce magnifique penseur indien qui dit, et j'ai lu la phrase quand j'avais 20 ans, elle m'a toujours accompagnée, qui dit on enseigne aux autres ce qu'on doit encore apprendre soi-même. Et cette phrase-là m'accompagne depuis 30 ans. Et chaque fois, je me dis, bon, j'aimerais bien arrêter d'enseigner aux autres. Ça voudrait dire que peut-être j'ai enfin appris. Et mais c'est porteur, quoi. Et surtout que la relation, c'est jamais fini, c'est jamais complet. C'est comme un jardin, sans arrêt, il y a du travail, sans arrêt. Tiens, il y a quelque chose qui a poussé, on l'avait pas planté, c'est venu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le contourne? Et l'idée, c'est de voir la relation comme un jardin, comme quelque chose de vivant, et de se demander chaque fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Et comme tous les humains, comme toutes les mamans, comme des fois mes mots vont trop vite, des fois je crie, des fois enfin voilà, je suis pas parfaite. Et j'essaye d'apprendre à m'aimer dans mon imperfection et d'apprendre que je suis parfaitement imparfaite. Oui, et puis tu me donnes une très belle transition avec le couple. Tu animes aussi des stages de couple. Et tu fais partie des gens normaux, parce que tu n'as pas eu le couple parfait du début. Il y a eu plusieurs histoires qui te permettent aussi de mieux comprendre et d'être comme les autres, en fait. Oui, après, on est des centaines de thérapeutes et d'accompagnants du couple, et on a des histoires différentes, et c'est vrai que je pense que les gens vont aller toujours aussi en résonance avec quelque chose, et moi en tout cas, je peux pas raisonner au modèle, regardez, ça fait 45 ans, 30 ans, 25 ans qu'on est ensemble et on a traversé quelques crises, parce que c'est pas ma réalité. Et de fait, j'ai eu plusieurs couples dans ma vie, mais chacun me rapproche un peu plus de moi. Et j'ai cette conviction de l'amour durable pourtant. Donc je lâche pas cette idée, et je vois que le travail avec les cartes, avec le livre, je vois que ça construit vraiment des relations solides et durables. Et donc c'est aussi d'être à cet endroit-là, de pouvoir accueillir les mots du couple en faisant ça arrive, la tromperie, ça arrive, et ça va être qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment l'énergie qui a été mise en dehors du couple, on va pouvoir la ramener dans le couple, et est-ce que vous êtes prêts à vous engager à ça? Mais ça arrive aussi qu'une histoire arrive à sa fin, et c'est pas grave, parce que je pense qu'on a quand même été fort éduqués aussi sur ça doit fonctionner jusqu'au bout, et si tu fonctionnes pas jusqu'au bout, c'est que tu as fait une erreur, ou que tu as un problème, ou que tu n'as pas bien fait. C'est très lourd de culpabilité. Et c'est Jacques Salomé, dont tu parlais en intro, qui disait nul ne connaît à l'avance la durée de vie d'un amour.
Alors, ça veut pas dire que on peut être Kleenex là en disant tu ne me conviens pas, t'as dit une phrase de travers, ça ne marchera jamais, donc je te jette, parce qu'il faut qu'on ait la conscience que qu'il y a des épreuves, des stades à passer dans le couple, comme la lutte de pouvoir, etc. Que c'est pas tout le temps la fusion, qu'il y a aussi une partie chimique et hormonale qui qui diminue avec le temps, et que c'est peut-être là que le travail commence. Et que c'est vraiment un travail sur c'est pas je t'aime parce que je ressens des émotions, je t'aime parce que j'ai envie de faire le travail et le chemin de l'amour avec toi, et que je sens que tu le fais avec moi aussi, et que tu me permets de grandir, et que tu me permets de me guérir, et qu'il y a cette attention. C'est un voyage en fait. Et donc là je me perds un peu dans ce que je disais, le couple comme voyage des gens normaux, oui c'est ça, et de pouvoir accueillir en fait le monde de l'un et le monde de l'autre sans jugement, en se disant toujours, derrière chaque comportement, derrière chaque attitude, derrière chaque événement, il y a une histoire. Et c'est d'aller écouter cette histoire-là, qui est souvent l'histoire cachée en fait, qui est la résonance. Quelle est la peur qui m'a fait agir comme ça? Quelle est la douleur qui m'a fait agir? Quelle est la frustration qui fait que? Quel est le manque? Et à partir de là, on va pouvoir travailler. Plutôt que oui, mais non, ok, c'est fait. That's it. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Et justement, tu parles du coup, tu parles de l'amour, tu parles des épreuves. Mais alors, être heureux en amour, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est dur comme question. Oui. Non, c'est pas dur. Être heureux en amour, pour moi, alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Être heureux en amour, je pense, c'est déjà de s'aimer soi suffisamment pour ne plus se dire je suis aimable en fonction de comment l'autre me regarde. C'est de s'accueillir, pas parfaite. C'est de s'aimer dans ses ratés pour dire comment est-ce que ça fait de moi un être complet. Voilà, on connaît être complet plutôt que parfait. Mais c'est sans doute sortir de la peur. Je pense que je suis heureuse en amour quand j'ai plus de peur, quand je suis en sécurité, quand j'ai plus la peur d'être abandonnée, quand j'ai plus la peur de pas être aimée, quand j'ai plus la peur d'être rejetée, quand j'ai plus la peur de mal faire, quand j'ai plus la peur de blesser, quand j'ai plus la peur de vieillir, enfin voilà. Et la peur, c'est le poison anti-bonheur en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous tire vers le bas. Donc je dirais que c'est ça, être heureux en amour, c'est avoir traversé et transformé toutes ces peurs. Et puis la dernière chose qui me vient sur cette question d'être heureux en amour, ça pourrait se traduire dans je suis heureuse en amour, ou peut-être je pourrais différencier être heureuse en amour ou être heureuse en relation. Tu vois, être heureuse en amour, quand j'aime, c'est ça, je suis heureuse. Puis être heureuse en relation, ce serait quand la relation est nourrie de suffisamment d'admiration, de projet et de désir. Et ça, c'est Yvon Dallaire qui dit, j'aime bien ça. Quand il manque un des 3 ingrédients, on commence à être un peu moins heureux en amour et en relation. Et donc, à le regarder comme ça ferait comment est-ce que je peux nourrir ou renourrir cette part-là. Donc voilà, un équilibre dans ces ingrédients-là. Merci, j'aime bien ta recette. Tu es spécialiste de la communication. Mais il paraît. Il paraît, oui. Je crois bien que oui, quand même. Mais alors, bien communiquer, ça veut dire être parfait? Ah ben non, on a dit. Tu vois, j'ai rien compris. T'as rien compris, on peut pas être parfait. Allez, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, bien communiquer, je pense qu'on peut déjà arrêter peut-être avec cette terminologie ou cette recherche. Parce qu'enfin, non, alors, on va l'explorer. Lorsque j'entends bien communiquer, ce que j'entends en dessous, c'est dire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière et de manière assez explicite. Et enfin voilà, j'entends beaucoup d'injonctions dans le « il faut bien communiquer ». La réalité, c'est que ces qualités-là demandent une présence absolue, une attention tellement fine, une sensibilité, une pleine disponibilité à l'autre que dans la vie, on passe plus de temps à s'exprimer qu'à communiquer.
Et que donc communiquer, ça va déjà être mettre quelque chose en commun. Ce qui ne veut pas dire être d'accord. Tu vois la différence. Communiquer, c'est je peux entendre ton univers, je peux t'apporter le mien, on va se rencontrer, même si on n'est pas d'accord. Mais au moins, chacun aura pu déployer c'est quoi son monde, c'est quoi son expérience. Et bien communiquer, pour moi, ça va être l'idée de... j'aime bien cette idée on produit des déchets dans la relation, ça vient de Jacques Salomé aussi, mais on produit des déchets relationnels dans les non-dits, les chantages affectifs, les trop dits, les mal dits, les pas assez dits, et tout ça. Et que bien communiquer serait notre capacité à recycler nos déchets, c'est-à-dire à revenir en arrière. Moi j'appelle ça le rétroviseur, tu vois, ce que je regarde assez souvent dans le rétroviseur, pour faire qu'est-ce qui vient de se passer. Il vient de se passer que j'ai vu que tu partais en soupirant. Il vient de se passer que je viens de t'envoyer une pique. Je sais pas pour quelle raison, mais je peux le regarder. Il vient de se passer que je t'ai accusé d'un truc, mais en fait, je suis en colère sur autre chose que j'arrive pas à dire. Et pour moi, la communication, ça va être notre capacité à mettre des mots sur ce qui s'est passé, où on sent qu'il y a eu un moment de rupture, de déconnexion, pour aller exprimer ce que j'ai senti, ma manière de réagir, l'histoire que je me suis racontée, alors que ce dont j'avais besoin c'est, et peut-être la résonance que ça a avec mon histoire passée et qui fait que c'est pas tant de toi qu'il s'agit que de mon expérience accumulée qui fait que je projette sur toi que ça va être pareil, que tous les hommes sont ceci, que toutes les femmes sont cela. Et donc, ce bien communiquer serait de pouvoir descendre sous l'iceberg pour aller voir tout ce que contient une réaction, une parole, et de remonter, d'apporter ça dans la relation. Et donc, c'est, en résumé, je pourrais dire mieux communiquer avec soi, enfin bien communiquer avec soi, avec ses émotions, pour pouvoir bien communiquer avec l'autre. Et tu vois, quand je le raconte, qu'on est rarement dans l'instant, dans l'instantané, et que c'est vraiment un travail de la relation, de la rencontre, qui va tout le temps aller regarder ce qui s'est passé pour prendre soin du présent et de qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se passe mieux et qu'on tombe pas dans des séries de difficultés qui vont se répéter inlassablement. Parce que les gens, quand ils viennent me voir, c'est quand même, on a 1 ou 2 sujets et on se heurte toujours. Et on se heurte toujours, ben oui, si on fait pas le travail d'aller voir dans nos profondeurs et dans notre histoire, ça va revenir. Et si ça revient, si on arrête cette histoire-là, ça va revenir sous une autre forme avec une autre personne. Oui, c'est ça, c'est avoir de la lucidité, peut-être, sur son propre fonctionnement, de se rendre compte un peu de la clarté. Alors, tu vois, dans la lucidité, mais c'est nouveau, qu'est-ce que moi j'entends dans le mot et je ne sais pas comment tu l'utilises. Oui, et c'est là, on est en plein dans un travail relationnel. Moi, quand j'entends lucidité, j'entends juste ouvre les yeux, sois conscient, tu devrais pouvoir le voir tout seul. C'est comme s'il n'y avait pas de travail ou d'effort autre que d'ouvrir les yeux. Et le chemin qu'on propose, souvent, les personnes n'y ont pas accès, n'y ont pas encore eu accès, on n'a pas appris. Et donc, c'est difficile de dire sois lucide parce que si j'ai pas les clés, si j'ai pas les codes, si j'ai pas appris à aller, à descendre dans mes profondeurs, à être en introspection, à connaître mon histoire, parce que tellement de personnes sont en déni de leur propre histoire. Et des fois, on est marqué, on a eu peut-être en classe, à l'école, un moment où il s'est passé une chose et puis on s'est figé parce qu'il y a eu une peur qui s'est mise là et ce souvenir-là, on l'a complètement oublié. Mais chaque fois qu'on va avoir une voix qui fait le même écho ou un cahier qui se dépose un peu violemment sur la table ou je ne sais pas quoi qui a déclenché, notre corps va voir que ça ressemble et va faire la même chose. Et on va rentrer dans un mode réactif et défensif par rapport à la personne. Mais si on n'arrive pas à recoller les morceaux ensemble, on peut jamais donner notre mode d'emploi à la personne. On va juste faire on ne fait pas ça et dans ma famille on ne tapait pas un cahier sur la table et t'es quand même, tu me manques de respect. Enfin et alors ça y va sur plein de choses.
Et quand tout d'un coup, on a et on touche le souvenir d'où ça vient, et là, la personne développe de l'empathie pour faire « Ok, merci, merci, je peux mieux comprendre et ça fait sens. » Et quand il y a de l'empathie, je commence à avoir l'énergie et la vraie envie de vouloir changer pour l'autre. Pas juste s'il me demande de faire différemment, parce que du coup, s'il me demande juste de faire différemment, je vais faire « Mais je veux être qui je suis. » Ne me change pas. Et donc, donc tu vois la lucidité, mais peut-être que toi, tu l'as utilisée dans un autre... Non, mais ce que j'entends, c'est qu'il suffit pas d'ouvrir les yeux, il faut comprendre aussi ce qu'on a sous les yeux. Il s'agit pas juste de regarder quelque chose, mais d'aller chercher pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qui... Ouais, en tout cas, il faut apprendre à faire le chemin et à faire le chemin de voir que tout notre présent est conditionné par tous les éléments de notre passé, qu'ils soient conscients ou non. Et plus on va nettoyer ça, plus on va être dans un reset et un neuf dans le présent pour pouvoir créer un futur qui corresponde à ce qu'on a envie de vivre. Et si ce que je vis correspond à ce que j'ai envie de vivre, c'est très bien. Mais la plupart des personnes sont quand même dans... On parle souvent d'un meilleur avenir. Ouais. Super. Caroline, on a beaucoup parlé des femmes, des cercles de femmes. On a parlé des couples aussi un petit peu. Mais les personnes qui viennent à toi, est-ce que c'est exclusivement que des femmes, ou est-ce que des fois c'est les hommes qui viennent d'abord, ou est-ce que c'est les femmes qui viennent, qui emmènent leurs hommes? Et puis comment ça se passe, ce relationnel avec aussi les hommes dans ton activité? Ouais, merci pour la question, parce que c'est vrai, c'est important. Je vois que souvent, c'est les femmes qui ont envie de faire une démarche sur la communication, la relation. Elles sont fortes en recherche de connexion et de connexion émotionnelle et d'être comprises et d'être entendues. Et donc, je dirais, l'initiative vient souvent de la femme. Et malheureusement, ça semble plus difficile pour beaucoup d'hommes de venir, et surtout à un stage de couple en groupe, parce qu'il y a la peur, il y a encore le démon de qu'est-ce qu'on va aller raconter notre vie à un groupe, alors que c'est pas ça un stage de couple. Un stage de couple, on vient travailler en couple et finalement on raconte pas tant sa vie que ça. Mais ça renforce l'humanité dans le sens de ah oui, on n'est pas tout seul avec nos difficultés et ah oui, et d'autres femmes et d'autres hommes. Enfin, c'est très nourrissant. Donc, je dirais que la force motrice pour ce sujet-là, c'est plus souvent les femmes. Mais quand les hommes arrivent, ils sont tellement presque plus motivés, quand ils ont eu le déclic, quand ils ont compris ce que ça apportait. Donc peut-être que dans ma communication, je suis pas encore assez fine pour dire aux hommes combien c'est vraiment magnifique et du coup ils sont plus à l'aise de mettre des mots sur leurs émotions, ils ont moins peur, ils sont beaux dans leur force quoi à cet endroit-là. Donc, souvent, c'est les femmes qui rentrent, mais les hommes, une fois qu'ils y sont, ils regrettent vraiment pas. Pour les cercles de femmes, un jour, il y a des femmes qui m'ont dit « Mais c'est super tout ce que tu nous apprends, mais ce serait quand même tellement chouette que mon mec, il ait le mode d'emploi. » Parce que j'essaye de lui expliquer, mais je n'arrive pas à expliquer. Et du coup, j'ai créé des groupes d'hommes. Et c'était le cycle menstruel des femmes raconté aux hommes. Et là, tout d'un coup, je suis passée dans « Waouh !» Il y avait 12 hommes autour de moi à qui je parlais du féminin, du cycle et tout. Et pareil, ils se sont vraiment demandé, il y a des femmes qui les ont envoyées, il y en a d'autres qui sont venues parce que leurs copains y allaient, mais ils ont vraiment fait, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? C'est pas un sujet pour moi. Et pareil, parce que la richesse, c'était pas tant ce que j'avais à leur expliquer que leur partage et leurs échanges d'expériences en petits groupes de 3-4 et de pouvoir partager sur des sujets dont ils n'avaient jamais parlé et certainement pas à des inconnus. Et en fait, ça aussi, ça a libéré et développé une certaine humanité. Et c'est là que j'ai eu un des plus beaux compliments à la fin des 4 séances. Il y en a un qui m'a dit « En tout cas, je veux te dire, Caro, t'es vraiment un frère pour moi. » Et là, j'ai fait « C'est top, ça. Je suis souvent la sœur de, mais là, t'es un frère. »
Et donc voilà, ça s'adresse. C'est comme le livre, hein, c'est la collection, ces rituels de femmes, et pourtant ça donne un contenant. Et je dirais pour le jeu de cartes, ce sont les hommes qui sont le plus mes meilleurs clients, parce que d'abord la carte vient au hasard, donc c'est ludique et c'est pas de quoi on va parler. Tu m'as dit que tu devais me parler et c'est un sujet à la fois, donc c'est plus simple. Et c'est ritualisé, on s'interrompt pas, on va jusqu'au bout de sa parole, et il y a un contenant très sécurisant. Et puis, ça parle d'intimité, de sexualité librement, donc ils adorent. Et donc, je pense qu'en fonction des propositions, je m'adresse vraiment aussi bien aux deux. Mais j'arrive à avoir du très bon lien avec eux. Même si je suis seule à animer un stage, quand les groupes sont trop petits, j'y vais seule. Quand les groupes sont plus grands, on est à deux, et alors j'ai un partenaire masculin qui anime avec moi, Jérôme, mais j'arrive à faire du lien très bien avec les deux, donc ça, je pense que c'est une force aussi. Super. Tu as parlé des rituels, hein, encore une fois, puis on l'a dit, hein, c'est certainement le fil rouge un peu qui relie tes différentes activités. Est-ce que tu peux nous en dire, là on arrive presque au bout de ce moment de rencontre, mais le rituel dans la vie, dans ta vie, en quoi c'est, si tu pouvais rajouter quelque chose sur les rituels, en quoi c'est vraiment important, et ce qui drive tout ce dont on a parlé? Je vais déjà différencier rituel et rite de passage, si tu veux bien. Oui. Parce que souvent, on n'utilise pas forcément. Le rite de passage, c'est quelque chose qu'on va faire une fois dans sa vie, à un moment on peut en faire plusieurs sur plusieurs thèmes, mais il va se faire comme une fois. Et au moment où je te le dis, je me dis, c'est pas tout à fait vrai, parce que à la mort de Pierre, j'ai vraiment eu plusieurs étapes, et c'était toutes des parties d'un grand rite de passage qui est le rite de l'acceptation, du deuil et de la transformation. Mais j'ai jamais fait 2 fois le même rite, c'est ça que je veux dire. Et le rituel, dans son nom, dans son étymologie, il y a cette activité qu'on va répéter plusieurs fois. Et donc c'est 2 choses différentes. Un rite de passage crée un moment de transformation, de transition, de passage d'un âge à un autre, d'acceptation, c'est tout l'accompagnement, c'est ça, du deuil et des transitions. Le rituel, ça va être une activité récurrente. Donc ça peut être des rituels de saison, par exemple, pour célébrer, pour honorer. Moi, j'aime beaucoup la tradition celte avec les 8 sabbats de base, les 8 portes, enfin les 4 portes, mais où on est invité à chacun de ces moments de rentrer dans une nature cyclique, de regarder autour de soi la nature. Comment est-ce que la nature nous enseigne? Comment est-ce que l'hiver nous enseigne à nous arrêter? Mais tu vois, nous en hiver, on bosse comme des fous et on se repose en été, alors que l'été était la grosse période de travail. Donc, revenir dans cette tradition-là et ritualiser, c'est toujours pouvoir honorer la vie. Moi, j'aime beaucoup les rituels de gratitude, les rituels d'appréciation qui vont faire aussi tu sais, des fois, je suis peut-être un peu sombre, ou je suis pas contente, ou je vois tout ce qui va pas. Comme je suis perfectionniste, je vois souvent tout ce qui va pas. Avoir un petit rituel quotidien, juste pour dire qu'est-ce qui a été bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai apprécié, de quoi je suis fière. On peut avoir quelques questions comme ça, mais juste le fait de l'évoquer va changer toute l'énergie à l'intérieur de nous. Et pour les couples, il y a des rituels, les rituels d'appréciation. Bah oui, mais je vais pas lui dire que je l'aime, elle le sait. Si, tu vas continuer à lui dire. Et oui, mais je vais pas la remercier pour ça, parce qu'il y a. Mais si, tu vas la remercier parce que ou tu vas le remercier parce que plus tu vas lui dire merci, plus il va se sentir en confiance, plus il il voudra t'amener à ce que tu veux. Donc tous ces rituels sont pour moi tous ces rituels sont des supports à élever l'énergie et la vibration. Et on dit que pour qu'une critique soit supportable, il faut 5 appréciations quand tout va bien. Quand on est en période de crise, c'est encore beaucoup plus
l'écart est encore beaucoup plus grand. Et puis ça met de la beauté, tu vois. Et puis il y a des rites simples qu'on a peut-être évacués parce qu'on n'est plus de cette religion-là ou parce que c'était dans la famille. Donc je pense par exemple aux bénédicités. Moi, j'ai pas grandi dans une famille qui le pratiquait. Mais en même temps, je vois que quand, avant le repas, j'ai juste une expression sur la gratitude de toutes les personnes qu'il a fallu pour que ce repas arrive dans mon assiette, entre l'agriculteur, le camionneur, enfin tout ça, et je vois que ça change mon énergie. Donc voilà, les rituels, je dirais, c'est comme une hygiène de vie pour améliorer la vie, mais on peut aussi être dans qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui et comment je fais pour ne pas garder de traces de ça. Et est-ce qu'on prend un moment poubelle régulièrement pour se dire tiens ben là j'étais pas d'accord là, plutôt que d'attendre le moment où on a accumulé et que le citron se déverse. Donc voilà peut-être ce que je pourrais dire sur ça et sur le fait qu'un rite de passage c'est vraiment aussi quelque chose qui est construit et conçu vraiment pour une personne, pour un moment, donc avec un célébrant ou une célébrante ou soi-même, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui guide le rituel pour que la personne qui le vive puisse se laisser porter à travers. Et le rituel, je dirais, on est dans plus de quelque chose d'autonomie, de je décide de mettre une routine, un rituel, une pratique quotidienne qui va me faire du bien, qui va m'aider à aller vers là où je veux être. Merci Caroline. On a vu donc ce fil rouge, ce fil conducteur. Au tout départ, je t'ai demandé qu'est-ce que tu ferais avec une baguette magique, quel était ton super pouvoir. L'idée, c'est aussi que tout ce que tu crées à travers ton entreprise aussi continue après toi. Si je te propose d'aller dans 500 ans, c'est beaucoup trop loin. D'abord, dans 500 ans, je serais déjà revenue 3 fois. Alors, avant que tu reviennes, tu vois je sais pas si on peut dire la mission, la vision, enfin, le terme que tu voudras. Qu'est-ce qui va te survivre sur cette vie-là? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu sais, je me dis, j'aimerais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui n'ait absolument plus sens et plus court dans 500 ans, parce que tous les humains auraient absolument intégré toutes ces clés de la boussole intérieure, de l'émotion, d'être en relation harmonieuse, de pouvoir, d'apprendre à clôturer, de ne pas blesser la vie, etc. Et que du coup, on parlerait de mon métier comme un vieux truc du Moyen-Âge, donc on quoi. n'a plus besoin. Oui. Et je pense que ça me met en joie, cette idée-là. Et puis après, je vois comment je peux être fière de mes enfants. J'ai 3 enfants et puis je vois qu'ils ont tous les 3 une sorte d'intelligence relationnelle en communication puis qui me récupère dès que je fais un faux pas. Donc j'ai un fils qui fait mais maman, tu veux bien faire une demande claire plutôt que de faire un sous-entendu voilà. Et chaque fois, je me fais prendre comme si j'étais piégée je fais, il m'a eu, quoi. Et c'est vrai, je viens de faire un sous-entendu plutôt que de lui demander de ranger la manne à linge ou un truc comme ça. Et ma fille, elle va faire pareil, elle va dire, mais est-ce que tu peux dire les choses sans t'énerver, maman, en parlant de ce que tu as ressenti plutôt que dans ton émotion. Et je fais, donc je me dis que j'ai déjà transmis à travers eux. Ou peut-être que pareil, ils l'avaient dans leur programme. Et que, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ce que je transmets avec les femmes, les cercles, les gardiennes. Mais je sais que aussi, c'est pour ça qu'elles disent ce mot, t'es inspirante. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas dans 500 ans ce que ça donnera. Mais juste maintenant, je peux déjà voir ça. Et dans 500 ans, on n'aura plus besoin. Wow, génial. On s'en reparle. Oui. Caroline, on arrive au bout de ce moment de partage. Est-ce qu'il y a d'autres pépites que tu aurais voulu partager et où je t'ai pas emmenée? Je me rends compte à la fin de notre rencontre que j'ai cité quelques références et j'ai pas parlé de l'imago et pourtant c'est l'approche
que je pratique le plus aujourd'hui dans toutes ces approches, ces grandes écoles de la communication. J'ai cité tout à l'heure cette capacité à faire un chemin, à aller voir en dessous de l'iceberg, à pouvoir, à partir d'un événement, décoder ce que je sens, ma manière de réagir, ce qui me fait le plus peur, l'histoire que je me raconte, ce que ça me rappelle. Et tout ça, c'est ce que nous apporte l'approche Imago, qui est une approche pour le couple, mais aussi en facilitation pour toutes les relations que j'utilise en entreprise, dans les relations au travail. Et pour moi, c'est une des approches qui les rassemble toutes, mais qui la complète et qui nous amène vraiment à un endroit de l'empathie. Donc, j'ai envie de dire, en pépite, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de souhaiter à tout le monde, à tous les couples, mais à tout le monde, de faire un stage Imago à un moment dans son chemin. Et c'est entre autres pour toutes les femmes qui ont un homme qui veut pas suivre ou pas d'homme en ce moment, ou pas de partenaire, et qui se disent mais j'aimerais bien dans la prochaine histoire que ce soit différent. C'est pour celle-là que j'ai créé aussi un stage spécifique pour les femmes qui s'appelle Heureuses qui communiquent. Et on pourrait dire Heureuse qui communique fera un long voyage. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette conversation. Merci à toi. Moi, je souhaite de tout cœur, et j'en suis sûre qu'elle aura apporté beaucoup de valeur aux personnes qui nous auront écoutées. Si on veut suivre ton actualité, Caroline, le meilleur endroit, c'est où ? C'est une bonne question parce que j'ai dit c'est sur le groupe Facebook qui s'appelle Communiquer pour mieux s'aimer. Et en même temps, sur ce groupe-là, il n'y a pas forcément tout ce dont on a parlé. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même mon site, www.carolinevonwiebikoff.com. Alors, ce sera sûrement écrit en dessous de l'interview parce que quand je le prononce, ça dit pas encore comment ça s'écrit. Mais ouais. Merci infiniment pour la confiance que tu m'as accordée. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est toujours de la gratitude. Et une chose que j'apprécie beaucoup chez toi et que j'ai apprécié beaucoup, c'est la lumière qu'il y a dans tes yeux. Il y a tellement de générosité soutenante et ce travail que tu fais d'aider les gens à se mettre en lumière, à être dans la lumière. Voilà, c'est vraiment, tu le fais magnifiquement bien. Et oui, parce que j'ai en face des pépites. Oui, bon, voilà, on peut se renvoyer le truc, mais merci pour cette lumière que tu as dans les yeux et dans le cœur. Merci à toi. Merci.